Le sang sur le sol de l'aile nord de l'hôpital Saint-Jude de Colmar n'appartenait pas à un patient. Et la femme debout au-dessus du corps, tenant un scalpel avec la précision d'un chirurgien et le regard froid d'un tueur, n'était pas médecin. Pendant 3 ans, le personnel de Saint-Jude avait cru que Chloé Vanier n'était que l'infirmière de nuit silencieuse qui changeait les poches de perfusion et évitait les regards. Ils la croyaient timide. Ils la croyaient faible. Ils avaient tort. Quand un homme lourdement armé avait bouclé le 4e étage avec 20 otages, il s'était cru le chasseur. Il ne savait pas qu'il venait de s'enfermer dans une cage avec un fantôme. C'est l'histoire de la nuit où le prédateur devint la proie. C'était un mardi de novembre lorsque la pluie commença, une nappe glaciale et implacable martelant la façade vitrée de l'hôpital Saint-Jude de Colmar. Au 4e étage, service de traumatologie et de post-opératoire. L'air sentait la cire à sol et l'antiseptique. C'était l'heure creuse. Le service de nuit. Chloé Vanier était assise au poste de soins. La lumière bleutée de l'écran se reflétait dans ses yeux sombres et immobiles. Pour l'observateur occasionnel, Chloé était invisible. Elle avait 34 ans, les cheveux bruns souris tirés en un chignon sévère qui s'effilochait. Elle marchait d'un pas traînant, les épaules voûtées, comme si elle cherchait à occuper le moins de place possible dans le monde. Elle parlait à voix basse. Elle ne contredisait jamais les médecins. On dirait un robot, je te jure, murmura Léa Dubois, infirmière de 22 ans fraîchement sortie de l'école, en faisant défiler TikTok sur son téléphone à l'autre bout du comptoir. Je lui ai demandé ce qu'elle avait fait ce week-end, et elle m'a répondu, la lessive ? Qui fait la lessive pendant 48 heures ? Le docteur Nicolas Delma, chirurgien traumatologue de garde, ne leva même pas les yeux de ses dossiers. Tant qu'elle prépare correctement les médicaments, Léa, je me fiche qu'elle fixe un mur. Tenez-la juste éloignée des familles. Elle a le sens du relationnel d'une serpillière mouillée. Delma était brillant, arrogant et épuisé. Il venait de terminer une réparation vasculaire de 6 heures sur une victime par balle venue du centre-ville et fonctionnait à la caféine et à l'ego. Il ne remarquait pas des choses chez des gens comme Chloé. Il ne remarquait pas que, malgré son pas traînant, elle ne faisait jamais de bruit. Il ne remarquait pas que lorsqu'un plateau tombait à la cafétéria 3 étages plus bas, Chloé ne sursautait pas. Elle reportait son poids sur l'avant des pieds, ses yeux filant vers les sorties avant que quiconque n'identifie le bruit. Il ne remarquait pas les cicatrices dessinant une carte déchiquetée de sa clavicule jusqu'à son épaule droite, cachée sous sa blouse. Chloé tapait ses notes. Patient en 404 stable. Constante normale. Perfusion changée. Elle ne s'ennuyait pas. Elle était vigilante. Les vieilles habitudes ne mouraient pas. Elle s'endormait simplement. 7 ans plus tôt, Chloé Vanier n'essuyait pas des fronts. Elle était sergent-chef Vanier, affectée à une équipe de soutien culturel opérant avec un régiment d'intervention en terrain montagneux dans la vallée de l'Ubaye. Elle avait nettoyé des bâtiments dans l'obscurité totale. Elle avait traité des plaies thoraciques ouvertes sous le feu provenant d'une crête à 300 mètres. Elle avait laissé cette vie derrière elle, du moins c'est ce qu'elle se répétait. Et, Vanier, lança Léa d'un ton chantant en mâchant son chewing-gum. Tu peux descendre les poubelles au local ? Ça me met mal à l'aise d'être seule près de l'ascenseur. Chloé leva les yeux, le visage vide. D'accord. Elle se leva. Aucun mouvement inutile. Elle attrapa les sacs lourds, ses avant-bras laissant apparaître des cordons de muscles sous sa peau pâle avant qu'elle ne voûte de nouveau les épaules pour masquer sa force. Elle s'engagea dans le long couloir faiblement éclairé. Dehors, l'orage redoublait, le tonnerre faisant vibrer les vitres. En approchant du local technique près de la batterie d'ascenseur, elle l'entendit. Ce n'était pas un bruit à sa place dans un hôpital. Ce n'était ni le grincement d'un brancard ni le bip d'un pageur. C'était le claquement métallique d'une culasse qu'on referme sur un fusil. Chloé se figea. Le pas traînant disparut. Sa colonne se redressa. Son menton s'abaissa. Elle ne respirait plus. Digne. Les portes de l'ascenseur au bout du couloir s'ouvrirent. Chloé recula dans l'ombre du local, laissant la porte entr'ouverte d'1 centimètre. À travers la fente de lumière, elle observa. Un homme sortit. Il était massif, près d'1,95 m, facilement 115 kilos. Il portait un trench-coat lourd trempé par la pluie, de grosses bottes et un sac de sport en bandoulière. Mais c'était ce qu'il tenait dans les mains qui fit passer le sang de Chloé de la glace au feu.
Un fusil de type AR-15. Canon court modifié, viseur holographique. Ce n'était pas un délinquant avec une arme bon marché. C'était un homme qui connaissait son matériel. Il n'avait pas l'air fou. Il avait l'air calme. Chloé le regarda passer devant sa cachette, se dirigeant droit vers le poste de soins. Il ne se pressait pas. Il avançait d'un pas lourd et déterminé. Chloé jeta un œil à son poignet. Pas de montre connectée, une vieille G-Shock cabossée. 2h14. Elle toucha sa poche. Son téléphone était resté au bureau. Elle était désarmée. Coincée dans un local sans issue. Et un loup venait d'entrer dans l'enclos des moutons. Le silence du service fut brisé, non par un cri, mais par une voix qui éclata comme un coup de tonnerre. Personne ne bouge. Depuis le local plongé dans l'obscurité, Chloé vit la scène se dérouler dans le couloir. Le docteur Delma laissa tomber son dossier. Léa Dubois se figea, son téléphone glissant de sa main pour claquer sur le linoléum. L'homme armé, dont le nom serait bientôt connu de tous, s'appelait Stéphane Morel. Il donna un coup dans le mécanisme des doubles portes menant à la salle d'attente, y coinçant une cale en caoutchouc. Il venait de sceller l'étage. Les mains sur le bureau, maintenant. Hurla Morel en levant le fusil. Léa poussa un cri aigu, terrifiant. S'il vous plaît, je... Bam. Morel ne tira pas sur elle. Il envoya une balle dans le plafond. Le bruit, dans le couloir étroit, fut assourdissant. La poussière et des morceaux de plafond retombèrent sur le sol immaculé. L'écho frappa les murs, désorientant tout le monde. Le prochain, c'est dans une rotule. Cria Morel. Où est-il? Où est Delma? Le docteur Delma, d'ordinaire le dieu de son royaume, tremblait. Il leva lentement les mains, le visage couleur cendre. Je suis le docteur Delma. Morel tourna l'arme vers le chirurgien. Vous vous souvenez de moi, docteur? Vous vous souvenez de Nathalie Morel, il y a 3 ans? Table 4. Vous avez dit que c'était un pontage de routine. Vous avez dit qu'elle serait à la maison pour Noël. Delma balbutia, les yeux écarquillés. J'opère des milliers de personnes. Je ne. Vous l'avez tuée. Hurla Morel, le calme se fissurant pour révéler une colère et un chagrin à vif. Vous étiez ivre. Les infirmières murmuraient à ce sujet. J'ai passé 3 ans à en trouver la preuve. Et ce soir, on va avoir un procès. Morel ramena le fusil vers Léa. Vous, sortez les patients des chambres. Tout le monde dans le couloir. Ceux qui ne peuvent pas marcher, vous les traînez. Chloé, toujours dans le local technique, sentit son rythme cardiaque exploser, non par peur, mais par l'afflux d'adrénaline. La tachycardie s'installa. Le temps sembla ralentir. Elle évalua la menace. Cible masculine, forte corpulence. Arme, AR-15, probablement semi-automatique, chargeur de 30 coups. Arme de poing à la hanche, ressemble à un 1911. Un hostile visible. Alliés, 2 membres du personnel visible. Environ 12 patients dans l'aile. Environnement, espace confiné. Couverture limitée au poste de soins. Elle devait bouger. Si elle restait dans le placard, elle était inutile. Si elle le chargeait maintenant à 15 mètres sans couverture, elle était morte. Elle devait faire partie de la scène. Elle devait se rapprocher. Chloé prit une profonde inspiration, ferma les yeux une fraction de seconde et bascula l'interrupteur. La sergent-chef Vanier s'effaça. L'infirmière Timoré avança. Elle poussa la porte du local technique et trébucha en sortant, laissant tomber les sacs poubelles avec fracas. Stéphane Morel pivota aussitôt, le fusil claquant dans sa direction. Bouge plus. Chloé leva les mains, tremblant violemment. Elle rentra les épaules, se rendant plus petite, pathétique. Sa bouche resta entr'ouverte, figée par une terreur feinte. Ne tirez pas. Gémit elle, la voix brisée. S'il vous plaît, je suis juste l'infirmière. Je descendais juste les poubelles. Morel la dévisagea. Il vit la blouse effilochée, les cheveux en bataille, la peur absolue dans sa posture. Il vit une proie. Il ne vit pas ses yeux balayer le puits du chargeur de son fusil pour vérifier la sûreté.
Elle n'était pas enclenchée. Il ne vit pas non plus qu'elle évaluait la distance entre lui et le plateau de scalpel sur le chariot d'urgence. Approche. Morel aboya l'ordre en désignant de son canon. Avance. Chloé se précipita, trébuchant sur ses propres pieds, un geste calculé pour abaisser sa vigilance. Elle rejoignit Léa Dubois et le docteur Nicolas Delma au bureau. Léa sanglotait sans contrôle. Chloé lui saisit la main et la serra fort. « Ça va aller » murmura-t-elle, la voix volontairement tremblante, mais la poigne d'un étau. « Respire. »« La ferme !» hurla Morel. Il plongea la main dans son sac et en sortit un paquet de colliers de serrage renforcés qu'il lança à Chloé. « Toi, la moche, ricana-t-il. Attache-les. Main dans le dos. Si tu laisses du jeu, je tue la fille en premier. » Chloé ramassa les colliers. Ses mains étaient stables jusqu'à ce qu'elle sente son regard. Alors elle les força à trembler. C'était une erreur de sa part. Il lui donnait une liberté de mouvement. Il laissait le loup marcher parmi les moutons parce qu'il la prenait pour un chien. Quand Chloé passa derrière le docteur Delma pour lui lier les poignets, elle se pencha à son oreille. « Docteur » murmura-t-elle si bas que lui seul l'entendit, la voix soudain dépouillée de toute peur, sans la moindre hésitation. « Quand les lumières s'éteindront, jetez-vous au sol et protégez votre tête. Ne bougez pas avant que je dise, Claire. » Delma tourna légèrement la tête, la confusion se mêlant à la terreur dans ses yeux. « Quoi ? » Contractez vos muscles, ordonna-t-elle en resserrant le collier. Elle le laissa juste assez lâche pour qu'il puisse glisser ses poignets, mais suffisamment serré pour paraître solide. Elle passa à Léa. « Léa, chuchota-t-elle. J'ai besoin que tu sois courageuse. Tu peux faire ça ? Je vais mourir, sanglota Léa. Non, répondit Chloé. Pas tant que je suis là. Elle lui attacha les poignets. Parce que je suis là. Moins de bavardage. Lança Morel en armant la glissière de son pistolet pour ponctuer l'ordre. Chloé se redressa et fit face à l'homme armé. Elle n'était plus qu'à 1,50 m. Il la dominait de toute sa taille. Ils sont attachés, gémit-elle en joignant les mains devant sa poitrine, une posture soumise qui gardait pourtant ses mains prêtes près de son axe central. Bien, dit Morel. Il consulta l'horloge. 2h25. Maintenant, on attend la police et les caméras. Il lui tourna le dos une fraction de seconde pour regarder par la fenêtre. Les yeux de Chloé glissèrent vers le disjoncteur principal derrière le poste de soins. À 6 mètres. Trop loin. Il lui fallait une arme. Son regard se posa sur le bureau, un stylo, une agrafeuse, une paire de cisailles de traumatologie. Morel se retourna. Va voir les patients. Amène-les ici. Si quelqu'un essaie de fuir, je commence par tirer sur le médecin. Chloé hocha la tête frénétiquement. D'accord, j'y vais. Elle tourna les talons et s'engagea dans le couloir vers les chambres. Dès qu'elle brisa la ligne de vue en tournant l'angle, le pas traînant disparut. Elle se mit à bouger à une vitesse létale. Elle se glissa dans la chambre 402. Marie-Thérèse Girard, 80 ans, fracture de la hanche, s'éveillait, désorientée par le bruit. Chut, Madame Girard, dit Chloé doucement. Elle se dirigea vers la table de chevet. Elle ne cherchait pas des médicaments. Elle cherchait de la chimie. Elle saisit une bouteille d'alcool isopropylique. Elle prit un briquet dans le sac à main de la vieille dame, une fumeuse clandestine. Elle attrapa une poignée de compresses. Puis elle leva les yeux vers le plafond, vers le système anti-incendie. Si elle déclenchait les sprinklers, le chaos serait total, mais l'eau rendrait le sol glissant, mauvais pour l'appui. Elle eut une meilleure idée. Elle se rendit au placard de stockage au bout du couloir. Elle y trouva ce qu'il lui fallait, une bouteille d'oxygène portable et un défibrillateur. Chloé Vanier vérifia la charge du défibrillateur, pleine. Elle arracha les manches de sa blouse, nouant le tissu serré autour de ses phalanges pour les protéger. Elle inspira profondément. Le credo du ranger résonna au fond de son esprit, « Je n'abandonnerai jamais un camarade blessé aux mains de l'ennemi ». Elle ressortit dans le couloir. « Et » cria Morel depuis le poste. « Qu'est-ce qui prend autant de temps ?» Chloé marcha vers la lumière, mais elle n'était plus voûtée. Elle se tenait droite.
Dans sa main droite, cachée le long de sa cuisse, elle tenait les cisailles de traumatologie subtilisées sur un chariot. Dans la gauche, elle serrait une fiole de verre de succinylcholine, un agent paralysant. « J'ai dû aider Madame Girard », appela Chloé. Sa voix avait changé. Elle portait. Elle était stable. Morel plissa les yeux. Il sentit le basculement. L'air de la pièce changea. La proie n'agissait plus comme une proie. « Arrête-toi là », dit-il en levant le fusil. Chloé s'arrêta. Elle était à 10 mètres. « Tu as l'air différente », dit Morel en rétrécissant les yeux. « C'est l'éclairage », répondit Chloé, à plat. « À genoux », ordonna Morel. Chloé le fixa droit dans les yeux. « Non. » Le silence qui suivit fut plus lourd que la tempête dehors. Delma haleta. Léa cessa de pleurer, fixant Chloé, incrédule. « Qu'est-ce que tu viens de me dire » murmura Morel en avançant, le fusil pointé sur sa poitrine. « J'ai dit non », répéta Chloé. Elle reporta son poids. « Et tu aurais dû vérifier la sortie arrière. » Morel eut un mouvement de tête, un réflexe, jetant un regard vers le couloir derrière lui. C'était un mensonge. Il n'y avait pas de sortie arrière déverrouillée. Mais la diversion lui acheta une demi-seconde. Chloé bougea. L'œil humain met environ 150 millisecondes à traiter un stimulus visuel et 100 de plus à envoyer le signal moteur aux muscles. En combat rapproché, un quart de seconde est une éternité. C'est la différence entre la vie et un drapeau plié. Quand Stéphane Morel tourna la tête pour vérifier une sortie imaginaire, il lui donna ce quart de seconde. Elle ne courut pas. Courir déclenche le réflexe du prédateur à poursuivre. À la place, elle explosa en avant, en position basse, couvrant les 10 mètres entre eux à une vitesse terrifiante. Elle ne bougeait pas comme une infirmière. Elle bougeait comme un projectile. Morel comprit la ruse instantanément. Sa tête se redressa, son doigt se crispa sur la détente de LAR-15. Crac. Un coup partit, trop haut. La balle pulvérisa le néon au-dessus de la tête de Chloé, arrosant le couloir d'étincelles et de verre. Chloé ne broncha pas. Elle glissa sur les genoux pour le dernier mètre, passant sous le canon du fusil. Elle ne visa pas son visage. Elle visa l'arme. Sa main gauche, toujours serrée sur la fiole de succinylcholine, frappa vers le haut contre le garde-main, forçant la bouche du canon vers le plafond. En même temps, sa main droite, armée des cisailles, plongea. Elle ne cherchait pas à le poignarder. Le trench était trop épais. Elle enfonça les cisailles dans la fenêtre d'éjection du fusil et tordit violemment. Le métal hurla contre le métal. La culasse se bloqua. Le fusil n'était plus qu'une massue de 5 kilos. Morel poussa un rugissement de rage animale. Il lâcha le fusil d'une main et gifla Chloé violemment. Le coup fut lourd. Il la souleva du sol et l'envoya glisser sur les dalles cirées. Elle eut un goût de cuivre dans la bouche. Sa vision se brouilla une fraction de seconde. « Salope !» hurla Morel. Il tira sur le levier d'armement, mais les cisailles étaient profondément coincées. L'arme était morte. Il lâcha le fusil et porta la main au pistolet 1911 à sa hanche. Chloé chassa le brouillard de sa tête. Elle était au sol, à 1,50 m. Elle ne pouvait pas le devancer jusqu'au tiroir. Elle regarda le docteur Nicolas Delma et Léa Dubois, figés d'horreur. « Courez !» hurla Chloé, sa voix tranchant le bourdonnement dans leurs oreilles. « Allez à la cage d'escalier !» L'ordre brisa leur paralysie. Delma attrapa Léa par le bras et la tira vers la sortie de secours. Stéphane Morel dégaina le pistolet. Il l'aligna sur le médecin en fuite. Chloé saisit l'objet le plus proche, un pied à perfusion lourd sur roulette, et le projeta de toutes ses forces. Il heurta les jambes de Morel au moment où il tirait. Bang! La balle partit de travers, se plantant dans la cloison sèche à côté de la tête de Léa. Ils franchirent les portes de l'escalier, disparaissant dans la sécurité de béton de la voie d'évacuation. Désormais, il n'y avait plus que Chloé et Morel. Morel reporta son attention sur elle. Ses yeux avaient cette dureté maniaque. Il leva le pistolet. Chloé roula. Bang! Bang! 2 impacts déchirèrent les dalles à l'endroit où elle se trouvait une seconde plus tôt.
Elle se jeta derrière le comptoir du poste de soins, plaçant le lourd plateau stratifié entre elle et les balles. « Je te vois !» cria Morel en avançant lentement vers le bureau. « Tu crois être une héroïne? T'es juste une infirmière morte. » Chloé plaqua son dos contre la paroi intérieure du comptoir. Elle vérifia son corps. Pas de trou, seulement une mâchoire enflée et des côtes meurtries. Elle jeta un œil au-dessus du comptoir. Il contournait par la gauche. Elle devait changer l'environnement. Elle avait besoin d'obscurité. Elle regarda le poste informatique. L'onduleur, le bloc de secours UPS, était posé par terre. Lourd, au plomb acide. Elle entendait ses bottes écraser le verre brisé. Crac. Crac. Il était à moins de 2 mètres. Chloé arracha le cordon d'alimentation de l'UPS du mur. Elle agrippa l'unité, comptant les pas. Crac. 90 cm. Crac. 60 cm. Chloé se releva, pas en s'éloignant, mais en allant vers lui. Quand Morel tourna l'angle du comptoir, s'attendant à la trouver recroquevillée au sol, il la trouva debout. Avant qu'il ne puisse relever le pistolet, elle abattit l'onduleur comme un fléau médiéval. Le choc frappa son poignet. Il y eut un craquement écœurant d'os. Morel hurla et lâcha le pistolet. L'arme fila sur le sol, glissant sous une armoire à médicaments verrouillée. Il était désarmé, mais il était énorme, et il était enragé. Il n'avait pas besoin d'une arme à feu pour la tuer. Il se jeta sur elle, la plaquant. Ils s'écrasèrent contre le mur derrière le comptoir. L'impact coupa le souffle de Chloé. Les mains de Morel, grosses comme des jambons, trouvèrent sa gorge. Il serra. La vision de Chloé se mit à se rétrécir. Des points noirs dansaient devant ses yeux. Elle griffa son visage, mais il ne broncha pas. Il tournait à l'adrénaline pure et à la psychose. Crève, cracha-t-il, la salive éclaboussant son visage. Chloé ne pouvait plus respirer. Sa trachée se comprimait. Panique. Le cerveau reptilien tenta de prendre le contrôle. Se débattre. Taper. Mourir. Non. Chloé força son esprit à se focaliser. Technique. Anatomique. Cible. Coup antérieur. Objectif. Briser la prise. Méthode. Stimulation du nerf vague ou pression oculaire. Elle cessa de lui griffer le visage. Elle plaça ses pouces à l'intérieur de ses coudes, enfonçant dans les faisceaux nerveux sensibles. Il grogna, mais ne lâcha pas. Il lui fallait plus. Elle remonta les genoux contre sa poitrine, les calant entre leurs corps. Dans un cri guttural, elle tendit les jambes, enfonçant ses talons dans son plexus solaire. La force du coup brisa sa prise. Morel recula en titubant, haletant. Chloé tomba au sol, haletante. Sa gorge brûlait comme du feu. Elle regarda le pistolet sous l'armoire. Trop loin. Elle regarda Morel. Il reprenait ses esprits, secouant la tête, les yeux rivés sur elle avec une haine renouvelée. Il sortit un couteau de combat de sa botte, une lame crantée de 20 cm. D'accord, souffla Morel, un sourire à travers la douleur. Là, c'est marrant. Chloé recula en panique, donnant un coup de pied dans la porte du local de stockage derrière le comptoir. Elle s'y engouffra et claqua la porte, verrouillant le pêne au moment où le corps de Morel s'y écrasait. Boum. Ouvre. Hurla Morel, lacérant le bois. Je vais te tailler en pièces. Chloé recula loin de la porte. Elle était coincée dans un local de 10 pieds sur 10. Pas de fenêtre, une seule porte. Mais elle n'était pas coincée. Elle était dans l'armurerie. C'était un local de matériel médical. Pour un civil, c'était des bandages et du matériel. Pour un ranger, c'était un cœur d'armes chimiques et biologiques. Chloé balaya la pièce du regard. Sa respiration ralentit. La peur s'évapora, remplacée par une vieille résolution calculatrice. « Tu veux jouer dans le noir » chuchota-t-elle pour elle-même. Elle leva le bras et fracassa l'ampoule avec le manche d'une serpillière. La pièce plongea dans une obscurité totale. Elle se déplaça vers les étagères,
ses mains guidées par la mémoire musculaire et 3 ans à remplir ses rayons, et trouva ce qu'il lui fallait. Éthanol, ammoniac, eau de javel, une bombe pressurisée de spray réfrigérant à base de chlorure d'éthyle. Elle entendit Morel dehors. Il tirait sur la serrure de la porte avec le fusil qu'il avait réussi à débloquer. Blam, blam. Le bois éclata. La porte vola. Morel apparut dans l'encadrement, découpé par la lumière du couloir. Il ne voyait rien dans le gouffre noir du local. « Sors, petite infirmière », se moqua-t-il en avançant dans l'obscurité. Chloé avait disparu. Elle avait grimpé sur l'étagère et était plaquée contre le plafond, silencieuse comme une araignée. La chasse commença. Dehors, à l'hôpital Saint-Jude de Colmar, le monde s'était transformé en kaléidoscope de gyrophares rouges et bleus. Les équipes d'intervention de la police nationale, du RAID, avaient établi un périmètre. Des véhicules blindés étaient au ralenti sur l'asphalte trempé. Des tireurs d'élite se plaçaient sur les toits des bâtiments voisins, luttant contre la pluie battante pour obtenir une ligne de vue sur le 4e étage. Le capitaine Jean-Marc Lemaire, commandant des opérations, se tenait près du capot de son véhicule, penché sur les plans de l'hôpital. « Situation » aboya-t-il dans sa radio. « On a 2 otages libérés. » Une voix grésilla en retour. Le docteur Delma et une infirmière, Léa Dubois. Sortis par l'escalier nord. « Amenez-les au poste de commandement, maintenant », ordonna Lemaire. 5 minutes plus tard, une Léa tremblante et un docteur Delma en état de choc étaient emmitouflés dans des couvertures sous l'auvent de la tente de commandement. « Dites-moi ce qui se passe là-haut, » dit Lemaire, la voix pressante. « Combien de tireurs ? » « Un seul, » répondit Delma d'une voix rauque. « Un gros. Armement lourd. » « Qui est encore à l'intérieur ? » « Les patients, » sanglota Léa. « Et Chloé ? » « Chloé ?» répéta Lemaire. « Une autre infirmière ? » « Oui, » dit Delma en s'essuyant la pluie du visage. « Mais ce n'est pas juste une infirmière. » Lemaire fronça les sourcils. « Qu'est-ce que vous voulez dire ? » Delma fixa le capitaine, les yeux grands ouverts, un mélange de confusion et de stupeur. Elle l'a démonté. Elle a bloqué son fusil avec une paire de ciseaux. Elle l'a frappé avec un onduleur. Sa façon de bouger, capitaine, j'ai déjà vu des soldats. Chloé n'est pas une infirmière. C'est une machine de guerre. Lemaire se tourna vers son adjoint. Fais passer le nom. Chloé Vanier. Je veux savoir qui est dans ce bâtiment. L'adjoint tapa frénétiquement sur un ordinateur portable. Un instant plus tard, il s'arrêta. Il releva la tête, livide. « Capitaine, vous allez vouloir voir ça. » Lemaire baissa les yeux vers l'écran. « Non, Vanier Chloé. Grade, sergent-chef RET. Unité, Cultural Support Team, rattachée à un régiment d'intervention de type rangé. Décoration, Silver Star, 2 Purple Hearts. Note, réforme honorable après blessure par engin explosif improvisé à Draguignan. Spécialisation, recherche et sauvetage, survie, évasion, résistance et fuite niveau C, médecin de combat, combat rapproché. » Le capitaine Jean-Marc Lemaire fixa l'écran. Puis il leva les yeux vers le 4e étage, là où les lumières vacillaient. « Que Dieu vienne en aide à ce type armé, » murmura-t-il. « Faites reculer l'équipe d'assaut. On ne veut pas se trouver sur son chemin. » L'obscurité était l'allié de Chloé. Elle avait vécu des mois entiers dans le noir, dans les montagnes isolées du Kéra. Elle savait comment le son s'y propageait. Elle savait quel goût avait la peur. Stéphane Morel avança lentement dans la pièce, son couteau en tête. Il respirait fort, un râle rauque qui trahissait sa position à chaque seconde. « Je sais que tu es là », siffla-t-il. Chloé était suspendue à l'étagère supérieure du rayonnage métallique, les jambes enroulées autour des montants. Elle se trouvait juste au-dessus de lui. Dans sa main, elle tenait une arme improvisée, une petite bouteille en verre de 500 ml d'éther, enveloppée dans une serviette. Elle attendit. Morel fit un pas de plus. Il était exactement sous elle. Chloé relâcha la prise de ses jambes et se laissa tomber. Elle n'atterrit pas sur lui. Elle atterrit derrière lui, silencieuse comme un chat. Morel se retourna d'un coup, fendant l'air de son couteau. Chloé esquiva la lame,
sentant le souffle de l'acier passer près de son oreille. Elle entra dans sa garde et lui enfonça la bouteille enveloppée dans la serviette au visage. Elle fracassa le verre contre son nez. La bouteille éclata. Le liquide imbiba la serviette et son visage. Les vapeurs furent immédiates et écrasantes. Morel eut un haut-le-cœur, se débattant. Il donna des coups de couteau à l'aveugle, accrochant la blouse de Chloé et traçant une fine entaille sur son ventre. Elle ignora la douleur. Elle plaqua la serviette sur son visage, chevauchant son dos tandis qu'il se débattait comme un taureau. « Respire bien », murmura-t-elle à son oreille. Les genoux de Morel cédèrent. L'éther entrait dans son système sanguin, déprimant son système nerveux central. Ses mouvements ralentirent. Le couteau tomba de sa main. Il s'effondra à genoux, puis face contre terre. Chloé roula sur le côté, haletant à la recherche d'air frais. Les vapeurs la rendaient aussi étourdie. Elle se précipita vers la porte et la repoussa d'un coup de pied pour laisser entrer la lumière et l'air du couloir. Elle se retourna vers Morel. Il était inconscient. Un tas de trench-coat trempés et de muscles sur le sol. C'était fini. Du moins le croyait-elle. Alors qu'elle s'appuyait contre l'encadrement de la porte pour reprendre son souffle, le système d'annonce de l'hôpital grésilla. Code noir. Code noir. Incendie dans l'aile nord. Chloé se figea. Le feu. Elle regarda le couloir. Une épaisse fumée s'échappait de la chambre 402, celle de Marie-Thérèse Girard. Morel avait dû déclencher une charge ou renverser un produit inflammable avant de venir pour elle. L'alarme incendie se mit à hurler. Les sprinklers se déclenchèrent, noyant le couloir sous un déluge d'eau grise. Chloé regarda Morel. Il était totalement inerte. Elle pouvait partir. Elle pouvait courir. Mais les patients étaient toujours dans leur chambre. Et puis elle le vit. La main de Morel bougea. Il n'était pas inconscient. Il simulait. Ou bien il avait une tolérance défiant toute logique médicale. Morel rugit en se redressant hors de la flaque chimique. Son visage était rouge, ses yeux injectés de sang, les larmes coulant à flots. Mais il était vivant. Et il tenait un détonateur. Si je pars, tous partent, cracha-t-il en toussant, le sang et l'éther dégoulinant de son visage. Il leva un petit boîtier noir. C'est 4. Dans le local à oxygène. Le local à oxygène. Si ça sautait, ce ne serait pas qu'un incendie. Ce serait un cratère. Toute l'aile nord de l'hôpital serait soufflée. Chloé regarda le détonateur. Elle regarda la distance entre eux. 3 mètres. Elle regarda ses mains. Vide. Lâche ça, dit-elle. Non. Morel esquissa un sourire brisé, grotesque. Je veux voir le ciel tomber. Il commença à appuyer avec son pouce. Chloé ne réfléchit pas. Elle ne planifia pas. Elle réagit. Elle attrapa la seule chose qui lui restait sur elle, le stylo dans sa poche, un banal stylo bille en plastique. Elle le lança. Ce n'était pas un couteau de lancer. Ça n'aurait pas dû marcher. Mais Chloé Vanier avait passé des heures à lancer des cailloux sur des boîtes de conserve, par ennui, sous le soleil des terrains d'entraînement. Le stylo tourna dans l'air et frappa Morel en plein œil, celui qu'il n'avait pas encore frotté de l'éther. Ça ne le tua pas. Mais le choc brutal d'un objet étranger sur son globe oculaire le fit sursauter. Sa main se crispa. Le détonateur jaillit de sa prise et glissa sur le sol mouillé en direction de la cage d'ascenseur. Non. Hurla Morel. Il plongea pour le récupérer. Chloé plongea sur lui. Ils se percutèrent dans le couloir enfumé et détrempé, roulant parmi le verre brisé et l'eau. Ce n'était plus tactique. C'était une bagarre. Morel la frappa aux côtes. Elle sentit quelque chose céder. Chloé lui enfonça le front dans le nez déjà brisé. Il hurla, aveuglé par la douleur. Chloé grimpa sur lui. Elle immobilisa son bras. Elle passa ses jambes autour de son cou dans un étranglement en triangle. Elle serra. Dors, gronda-t-elle à travers ses dents. Dors. Morel se débattit. Il griffa ses jambes. Il tenta de se relever, la soulevant avec lui, mais Chloé Vanier était un ranger.
Elle tint bon. Elle serra jusqu'à ce que ses propres muscles hurlent. Les mouvements de Morel ralentirent. Son bras devint mou. Sa tête bascula en arrière. Chloé maintint la pression encore 10 secondes, juste pour être sûre. Puis elle relâcha. Morel s'effondra au sol, immobile. Chloé resta allongée à côté de lui, fixant les sprinklers qui pleuvaient sur eux. Elle saignait, était couverte de bleu et vidée. Elle ferma les yeux. Claire, murmura-t-elle au couloir vide. Mais la nuit n'était pas terminée. L'incendie dans la chambre 402 prenait de l'ampleur. La fumée s'épaississait. Et elle avait 12 patients incapables de marcher. Chloé Vanier se releva. Elle essuya le sang sur sa bouche. Elle attrapa Morel par les chevilles et le traîna dans le local de stockage, verrouillant la porte de l'extérieur avec un collier de serrage trouvé au sol. Puis elle se tourna vers le feu. « Au travail » dit-elle. Le silence qui suivit le combat fut bref. Il fut remplacé par un son bien plus terrifiant qu'un coup de feu, le rugissement d'un incendie trouvant son souffle. Les sprinklers sifflaient, recouvrant tout d'une brume froide et grise. Mais ils perdaient la bataille. La chambre 402 ne brûlait pas seulement. C'était un four alimenté par un accélérant. Une fumée noire et épaisse se déversait dans le couloir, roulant au plafond comme un océan inversé. Elle était dense, huileuse, âcre, l'odeur du plastique fondu et du linge en feu. Chloé toussa, le goût de la suie se mêlant à celui, métallique, du sang dans sa bouche. Elle se força à se relever. Ses côtes hurlaient, probablement 2 fractures dues au coup de botte de Morel. Son ventre brûlait à l'endroit de l'entaille du couteau. Sa tête tournait à cause des vapeurs d'éther. Mais l'interrupteur du ranger était toujours enclenché. La douleur est une information. L'information est exploitable. Ignorer la douleur. Agir sur l'objectif. Objectif 1, contenir la menace d'explosion. Objectif 2, évacuer les patients non autonomes. Chloé boita vers le local de stockage de l'oxygène, adjacent à la chambre 402. Le mur qui les séparait était déjà brûlant au toucher. À l'intérieur se trouvaient 20 bouteilles d'oxygène comprimé. Si la chaleur compromettait l'intégrité de ces réservoirs, ou si le feu atteignait le C4 que Morel avait placé, l'hôpital Saint-Jude ne subirait pas seulement un incendie. Il aurait un trou béant dans son flanc, large comme un pâté de maison. Elle tenta la poignée du local à oxygène. Fermé. Elle regarda par la petite fenêtre renforcée. Elle vit le pain de ses 4 scotchés au collecteur principal. Il n'était pas relié à un minuteur. Morel avait menti ou plutôt, le détonateur qu'elle avait éjecté était l'unique déclencheur. Le C4 est remarquablement stable. On peut lui tirer dessus ou le brûler, et il n'explose généralement pas sans onde de choc provenant d'un détonateur. Les bouteilles d'oxygène, en revanche, étaient le véritable danger. Si elles cédaient sous l'effet de la chaleur, la décompression serait catastrophique. Chloé attrapa une pile de serviettes sur un chariot de linge. Elle les imbiba de l'eau stagnante au sol. Puis elle les bourra fermement sous la porte du local à oxygène, créant un joint pour empêcher la fumée surchauffée d'entrer et isoler la pièce pendant quelques minutes de plus, précieuses. C'était un pansement sur une plaie par balle, mais cela gagnait du temps. Elle se tourna vers la chambre 402. Marie-Thérèse Girard. La porte de la 402 était ouverte, vomissant une fumée noire. La chaleur qui en sortait était brûlante. Chloé inspira l'air un peu plus propre près du sol, remonta le col de sa blouse sur son nez et rampa à l'intérieur. La visibilité était nulle. La chaleur était oppressante, lui brûlant la peau. La lueur orange des flammes léchait les rideaux et les dalles du plafond. « Madame Girard !» cria Chloé dans le rugissement du feu. Une toux faible répondit de l'autre côté du lit. Chloé avança sur les coudes et les genoux, restant sous la couche thermique. Elle trouva le lit. Il était vide. Marie-Thérèse avait essayé de sortir et était tombée. La main de Chloé frôla un tissu doux. Une chemise de nuit. « Je vous tiens » grogna-t-elle. Elle saisit le poignet de la vieille femme. Marie-Thérèse Girard était un poids mort, terrorisée, à demi consciente à cause de l'inhalation de fumée. « Ma hanche » gémit-elle. « Je sais. Je suis désolée. »« Ça va faire mal » dit Chloé. Il n'y avait pas de temps pour la douceur.
Chloé attrapa Marie-Thérèse par l'arrière de sa chemise de nuit et la traîna sur le sol. La chaleur faisait fondre les semelles de ses chaussures. Sa peau lui semblait tendue, comme si elle rétrécissait. Elles atteignirent le couloir. Chloé hissa Marie-Thérèse dans le corridor humide et embrumé au moment même où les dalles du plafond de la 402 s'effondraient dans une pluie d'étincelles. Chloé roula sur le dos, haletante. L'air du couloir était mauvais, mais comparé à celui de la chambre, il était doux. Elle vérifia Marie-Thérèse, respiration présente, pouls rapide, brûlure au bras. Restez au sol, ordonna Chloé. Elle regarda le couloir. La couche de fumée descendait, s'abaissant dangereusement. Dans 5 minutes, tout l'étage deviendrait une boîte mortelle. Il restait 11 chambres. 11 autres patients. Certains sortaient d'une chirurgie du genou. D'autres d'appendicectomie. L'un était un survivant d'accident de voiture, en traction. Chloé Vanier se redressa. Elle était seule. Les pompiers étaient à quelques minutes, mais les minutes étaient une monnaie qu'elle n'avait pas. Il lui fallait un multiplicateur de force. Elle courut au poste de soins et attrapa le trousseau de clés maîtresses dans le tiroir. Elle déverrouilla le local de stockage où elle avait enfermé Morel inconscient. Il respirait encore faiblement. Elle ne le regarda pas. Elle prit une paire de cisailles de traumatologie et coupa les colliers à ses chevilles. Elle saisit son lourd trench-coat. Puis elle repartit dans le couloir. Elle entra dans la chambre 405. Jean-Pierre Lambert, homme de 115 kilos, prothèse totale du genou. Infirmière croissat-il en se redressant, les yeux écarquillés de terreur tandis que la fumée s'insinuait sous la porte. « Levez-vous, dit Chloé. Je ne peux pas marcher, mon genou. Je ne vous ai pas demandé de marcher. Elle jeta le trench-coat au sol. Montez dessus. Quoi? Montez sur le manteau. La voix de Chloé tonna, chargée de l'autorité terrifiante d'un sergent instructeur. Lambert se hissa hors du lit, l'adrénaline écrasant la douleur, et se laissa tomber sur le trench-coat. Chloé saisit le col. C'était un traîneau parfait. Les sols cirés, rendus glissants par l'eau des sprinklers, réduisaient la friction. Elle planta les talons et tira. Lambert glissa dans le couloir. « Tenez la main de Marie-Thérèse » ordonna Chloé en le positionnant à côté de la vieille femme. « Ne lâchez pas. » Elle passa à la chambre suivante, puis à la suivante. Elle bougeait comme une machine désormais. Forcer. Sécuriser. Extraire. Elle utilisa des draps. Des fauteuils roulants. Elle les relia ensemble au centre du couloir, loin des murs en feu. Le feu avait maintenant percé le plafond du couloir. Des débris enflammés tombaient comme de la pluie. La chaleur devenait insupportable. Chloé avait 10 patients dans la chaîne. 2 manquaient. Chambre 410. Un jeune garçon, Léo, en convalescence après une rupture de la rate. Chambre 412. Un patient dans le coma, sous respirateur. Le chemin vers la 410 était bloqué par un mur de flammes. Le plafond s'était partiellement effondré. Chloé regarda le feu. Elle regarda l'eau imbibant sa blouse. Elle courut vers le chariot de ménage, attrapa un seau d'eau et se le versa sur la tête. Puis elle inspira profondément, baissa la tête et traversa le mur de feu en courant. Au pied de la cage d'escalier, au rez-de-chaussée, le capitaine Jean-Marc Lemaire, du RAID, faisait face au chaos. Les plans étaient désormais inutiles. Les communications radio étaient confuses. Le commandement incendie dit que le 4e étage est totalement embrasé, cria un gradé par-dessus les sirènes. On ne peut pas approcher l'échelle à cause du vent et de l'avancée du bâtiment. On monte, dit Lemaire. Capitaine, il y a des otages. C'est un four là-haut. Zéro visibilité. Si on y va, on peut ne pas en revenir. Lemaire serra les dents. On y va. Équipe Alpha avec moi. Charge de brèche. Masque à gaz. L'unité monta l'escalier, une colonne de silhouettes noires. Ils atteignirent le palier du 4e étage. La porte était brûlante. De la fumée suintait par les joints. Lemaire fit signe. Brèche. Ils frappèrent la porte au bélier. Elle vola. Un mur de fumée noire les frappa, suivi d'une chaleur intense.
Claire à gauche, Claire à droite. Ils avancèrent dans la brume, leurs lampes découpant des faisceaux dans l'obscurité. « Police, manifestez-vous » cria le maire. Silence. Rien que le rugissement du feu et le sifflement des sprinklers. Ils progressèrent. « Capitaine, regardez, dit l'éclaireur, la voix basse. » À travers la fumée tourbillonnante, une forme apparut. On aurait dit un mille-pattes. Une chaîne humaine. Des patients sur des draps, des patients en fauteuil roulant, des patients se traînant les uns les autres. Ils étaient regroupés au ras du sol, au centre du couloir, couverts de couvertures mouillées. « Sortez-les. »« Allez, allez !» ordonna le maire. Les opérateurs rangèrent leurs armes et commencèrent à saisir les patients, les tirant vers l'escalier. « Où est l'infirmière » demanda le maire à Jean-Pierre Lambert en le mettant en sécurité. « Elle est retournée, toussa-t-il en pointant la lueur orange au bout du couloir. « Elle est retournée pour le gamin. » Le maire regarda le couloir. Le plafond s'affaissait. La structure cédait. « Vanier !» cria-t-il. « Vanier !» Aucune réponse. « Capitaine, on doit décrocher !» hurla un sergent. Le plafond s'effondre. Le maire hésita. Il connaissait le protocole. Ne jamais échanger une vie contre un corps. Si elle était dans cet enfer, elle était perdue. Repli, ordonna-t-il. Sortez tout le monde. L'équipe recula derrière la lourde porte coupe-feu, qui se referma brutalement, scellant le 4e étage. Chloé n'était pas morte. Mais elle n'en était pas loin. Elle avait atteint la chambre 410. Elle trouva Léo caché sous son lit, hurlant. Elle le tira dehors, couvrant son corps du sien tandis que des dalles en feu s'effondraient. Elle le conduisit jusqu'au couloir, mais le passage vers l'escalier était désormais bloqué par l'effondrement qui avait forcé l'unité à se retirer. Elle était coupée du reste. Elle regarda autour d'elle. La chaleur lui cuisait les yeux. Sa peau cloquait. Elle tenait Léo dans ses bras. Il était léger, peut-être 30 kilos. « Accroche-toi à mon cou, Léo » râla-t-elle. Ne lâche pas. Elle ne pouvait pas reculer. Elle ne pouvait pas avancer. Son regard se posa sur la fenêtre de la chambre 410. Une seule plaque de verre renforcée, fixe. L'hôpital Saint-Jude était aussi un établissement de prévention du suicide. Les fenêtres étaient incassables. Chloé attrapa une lourde bouteille d'oxygène dans un coin. Elle la projeta contre la vitre. Elle rebondit. Elle frappa une seconde fois. Une fissure en toile d'araignée apparut. Elle frappa une 3e fois, hurlant sous l'effort, y mettant tout ce qui lui restait de force. Le verre éclata. Le vent de la tempête s'engouffra, attisant le feu, provoquant un appel d'air brutal. La porte de la chambre claqua sous le changement de pression. Chloé courut à la fenêtre et regarda en bas. 4 étages. 15 mètres. En contrebas, sur le béton, elle vit les gyrophares des voitures de police. Elle vit les camions de pompiers. Elle vit l'échelle déployée de la grande échelle. Elle était entièrement sortie, mais le vent la faisait fouetter dans tous les sens. Elle était encore à 3 mètres de la fenêtre et 1,50 m plus bas. Trop loin pour sauter. Surtout avec un enfant. Mais le feu dévorait la porte. Les flammes perçaient le bois. Chloé grimpa sur l'appui de fenêtre. La pluie lui fouettait le visage. « Léo » cria-t-elle contre le vent. « Tu me fais confiance » Le garçon sanglotait, le visage enfoui contre son cou. « Non. »« Bien, » dit Chloé. « Fais confiance à la gravité. » Elle ne sauta pas vers l'échelle. Elle sauta vers la conduite d'évacuation qui descendait le long du mur, à 1 mètre sur sa gauche. Elle se projeta dans le vide. Sa main droite attrapa le tuyau de fonte rouillé. Le métal mouillé était glissant. Sa prise céda. Elle chuta. Elle griffa le tuyau, ses ongles se déchirant. Son bras gauche, serrant l'enfant contre elle, était inutile pour grimper. Sa main accrocha une équerre métallique. Elle tint. Son épaule se déboîta dans un craquement écœurant. Elle resta suspendue là, à 12 mètres du sol, pendue à un bras, Léo agrippé à sa poitrine.
Le feu jaillit par la fenêtre qu'elle venait de quitter, une langue de flamme léchant l'air là où elle se trouvait quelques secondes plus tôt. « Tenez bon !» cria une voix en bas. La grande échelle manœuvrait. Le pompier dans la nacelle étendait son bras. « Attrapez ma main !» hurla-t-il. Il était encore à plus d'1 mètre. Chloé regarda son bras. Il tremblait. Elle perdait sa prise. « Prenez-le !» cria-t-elle. Elle balança son corps en utilisant sa dernière réserve d'élan. Elle se projeta vers l'échelle. « Léo ! Tends la main !» L'enfant tendit le bras. Le pompier se jeta en avant. Il attrapa le poignet du garçon et le hissa dans la nacelle. Chloé repartit en arrière vers le tuyau. Sa main frappa le métal mouillé. Elle glissa. Elle tomba. La foule en bas haleta. Un cri collectif monta. Chloé chuta d'1 étage. Mais elle ne toucha pas le sol. En passant devant une fenêtre du 3e étage, sa botte s'accrocha à un support massif de climatiseur extérieur. Le choc la fit pivoter et projeta son corps contre le mur de briques. Elle attrapa la grille du climatiseur de sa main valide. Elle resta suspendue là, meurtrie, brûlée, l'épaule déboîtée, saignant de multiples coupures, pendue à 9 mètres du sol. Le pompier dans la nacelle abaissa rapidement les commandes. La nacelle descendit. « Je vous ai. Je vous ai. » cria-t-il en manœuvrant le panier sous ses pieds. Chloé lâcha prise. Elle s'effondra dans la nacelle, un amas de blouse trempée et de sang. Le pompier saisit sa radio. « J'ai l'enfant et j'ai la femme. Elle est vivante. Je répète, la ranger est vivante. » Quand la nacelle toucha le sol, la foule franchit le cordon de police. Ce n'était pas une foule hostile. C'était le personnel. Il y avait le docteur Nicolas Delma. Il y avait Léa Dubois. Ils coururent vers le camion. Quand la nacelle atteignit l'asphalte, Chloé tenta de se lever. Elle n'y parvint pas. Delma était là. Il la soutint par son côté indemne. « Je te tiens, Chloé, dit-il, les larmes coulant sur son visage. « Je te tiens. » Chloé le regarda. Son visage était noir de suie. Ses cheveux roussis. Ses yeux hantés. « Le compte, murmura-t-elle. »« Quoi ? Le décompte ?» demanda-t-il. « On les a tous sortis ?» Delma regarda le capitaine Jean-Marc Lemaire, qui venait d'arriver en courant. « Escalier évacué, » dit Lemaire. 11 patients plus l'enfant. « Et Morel ?» murmura Chloé. « Local de stockage. Collier de serrage. » Les yeux de Lemaire s'écarquillèrent. « Vous l'avez sorti aussi. » Chloé ne répondit pas. Ses yeux se révulsèrent. Ses jambes cédèrent. Elle s'effondra dans les bras de Delma, l'adrénaline laissant enfin place au traumatisme. Le fantôme du 4e étage venait de s'éteindre. Le bip régulier fut la première chose qu'elle entendit. Pour la première fois de sa vie, ce n'était pas elle qui surveillait la machine. C'était elle qui y était reliée. Elle ouvrit les yeux sur le blanc stérile de la réanimation. Le docteur Nicolas Delma était assis sur une chaise en plastique près de son lit. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis 3 jours. Il ne portait pas sa blouse. « Bon retour parmi nous, sergent, » murmura-t-il. Les patients râla Chloé, la gorge brûlée par la fumée. « Tous ?» Delma sourit, les yeux humides. « Tous. Pas un seul manque. Même le petit. Tu l'as lancé dans les bras d'un pompier depuis 12 mètres. » Chloé hocha la tête, le soulagement déferlant sur son corps meurtri. 3 côtes cassées, une épaule déboîtée, des brûlures du 2e degré dans le dos. Morel était désormais dans l'unité pénitentiaire sécurisée de l'hôpital de Haute-Pierre, menotté à un lit, avec de multiples fractures. Il était fini. « J'ai lu ton dossier, » dit Delma, la voix tremblante. « Pendant 3 ans, je t'ai traité comme un meuble. Je t'ai parlé sèchement. Je t'ai ignoré. Je ne savais pas que je travaillais à côté d'un géant. J'ai juste fait mon travail, » murmura Chloé. « Non, tu as fait le mien, » dit Delma. Il hésita, l'expression hantée. Avant de perdre connaissance, il a crié que j'étais ivre la nuit où sa femme est morte,
il y a 3 ans. Il la regarda, terrifié par la réponse. Est-ce que c'était vrai, Chloé? J'étais dans une mauvaise passe. Je ne me souviens plus. Chloé regarda ce chirurgien brillant qui avait sauvé des centaines de vies. Elle se souvint de l'odeur du whisky sur son souffle cette nuit-là. Elle se souvint de s'être approchée pour stabiliser sa main. Mais elle se souvint aussi que Nathalie Morel était morte d'une embolie massive qu'aucun médecin, ivre ou sobre, n'aurait pu empêcher. Tu étais fatigué, Nicolas, dit-elle. Tu étais sobre. Tu as tout fait correctement. Elle mentit, la voix calme, ferme. Delma s'affaissa, le poids de 3 années se levant de ses épaules. Elle lui avait sauvé la vie dans l'incendie. Et avec cette seule miséricorde, elle venait de sauver son âme. 3 semaines plus tard, la presse envahissait le hall de l'hôpital, clamant le nom de l'ange de Saint-Jude. Le maire était là, une clé de la ville à la main, mais le pupitre resta vide. Au 4e étage, parmi l'odeur de peinture fraîche et de plaques de plâtre neuves, Chloé Vanier se tenait au poste de soins. Léa Dubois, qui n'était plus rivée à son téléphone, s'approcha et lui tendit une petite boîte. On sait que tu détestes la lumière des projecteurs, mais le service on devait faire ça. À l'intérieur, il y avait un nouveau badge. Il n'indiquait pas seulement Chloé Vanier, infirmière diplômée. Il disait Chloé Vanier rangée infirmière coordinatrice. Infirmière coordinatrice? Releva Chloé en haussant un sourcil. Ça veut dire plus de paperasse. Ça veut dire que tu commandes, dit Delma en sortant de l'ascenseur. Et honnêtement, je crois que tu l'as toujours fait. Chloé accrocha le badge à sa blouse. Elle regarda son équipe. Plus seulement des collègues. Une escouade. Elle inspira profondément. La guerre était terminée. Mais la mission, elle, ne s'arrêtait jamais. Bon, dit Chloé d'une voix nette. Le spectacle est fini. Marie-Thérèse a besoin de ses médicaments. Au travail. Elle se détourna et s'engagea dans le couloir, silencieuse comme un fantôme, prête pour la garde de nuit. Et voici l'histoire de Chloé Vanier. Une histoire qui nous rappelle que les héros ne portent pas toujours de cape et ne portent pas toujours d'uniforme. Parfois, ils portent une blouse usée et des chaussures confortables. Parfois, la personne qui vous sauve la vie est celle à qui vous n'avez jamais pris la peine de dire bonjour. Dans un monde obsédé par les voix fortes et les moments viraux, Chloé nous enseigne la puissance de la compétence silencieuse. Elle nous apprend que la vraie force ne se mesure pas au bruit que l'on fait, mais à ce que l'on est prêt à accomplir quand les lumières s'éteignent et que la peur s'installe. Cela pousse à se demander qui sont les guerriers silencieux dans nos propres vies. Qui est cette personne, dans votre bureau, votre école ou votre hôpital, qui semble invisible mais qui tient peut-être tout l'ensemble debout? Si cette histoire vous a tenu en haleine, pensez à cliquer sur « J'aime ». Cela nous aide à faire émerger d'autres récits extraordinaires comme celui-ci. Et si vous voulez faire partie de notre escouade, abonnez-vous et activez les notifications. La semaine prochaine, une nouvelle histoire arrive, celle d'un soudeur en grande profondeur qui a découvert quelque chose dans le canyon de Cap-Breton que les autorités ont tenté de dissimuler. Vous ne voudrez pas la manquer.